Sur les traces du vivant. Un podcast du Collège des Humanités de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Anne-Laure Ganac. Sur les traces. Sur les traces. Sur les traces du vivant. Qu'est-ce que le vivant? Où ça commence et où ça finit? Je vous propose de me suivre à la recherche d'une définition du vivant, mais aussi de ses traces, des traces qu'il laisse, de celles dans lesquelles il s'inscrit aussi. Allez, on se lance sur les traces du vivant. Je vais aller voir ce que des spécialistes en tout genre en pensent, en disent et en savent. Aujourd'hui, je me rends dans le laboratoire que dirige le biologiste Pierre Gunzy à l'EPFL. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe dans le Gunzy Lab ? On s'intéresse à la mise en place du vivant au début du développement. Et on essaie de comprendre les principes de régulation de la vie dans l'espace, dans le temps. Donc moi, je suis à la recherche du vivant. Vous êtes la bonne personne, c'est vous qui observez la source du vivant? Alors, je ne sais pas si je suis à la source du vivant, mais je suis proche de la source et j'ai le bonheur de pouvoir l'observer et d'essayer de le disséquer et de comprendre comment il fonctionne. Et alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un moment d'émotion où on voit par exemple le pronoyau mâle, enfin le spermatozoïde qui rencontre un ovocyte et qui, suite à cette fécondation, donne naissance à un nouvel organisme. Et c'est cet organisme dont on essaie de comprendre les principes du développement extrêmement précoce. Comment est-ce qu'une cellule qui vient de naître arrive à différencier ses deux côtés, par exemple, faire en sorte que l'arrière de la cellule soit différent de l'avant de la cellule, ce qui, in fine, va faire en sorte que cet organisme-là aura une tête et une queue. Et cette décision, en quelque sorte, elle se prend très rapidement, en quelques minutes, à travers des mécanismes qu'on essaie de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a avant, alors ? Alors avant, il y a la génération précédente, il y a le spermatozoïde, il y a l'ovocyte qui sont en somme la fin de la génération précédente et il y a cette espèce de, entre guillemets, immortalité puisque voilà, cette information va être ensuite transmise suite à l'union de ces deux gamètes à la génération suivante. Donc là, on a déjà un embryon de réponse, de définition du vivant, c'est que ça passerait par l'hérédité forcément. Vous diriez que le vivant, on le définit comme ce qui hérite et qui laisse un héritage ? Mais je dirais que c'est une partie de la définition, ce n'est pas une définition exhaustive, mais c'est vrai que l'héritage fait partie de la définition du vivant, au même titre que plein d'autres aspects, comme l'aspect, on va dire, d'entropie, le fait que les choses bougent, le fait que les choses partent de l'équilibre thermodynamique, les choses ne sont pas posées, figées, comme elles devraient l'être si on obéissait aux lois élémentaires de la physique. Et là, il y a cette espèce d'entropie, de développement, de mouvement que l'on voit aussi. Dans notre recherche, on s'intéresse beaucoup aux mouvements qui se passent à l'intérieur des cellules et entre les cellules aussi lorsque l'organisme se développe. Sur les traces. Je suis assez obsédée, Pierre Gunzy, en ce moment par la notion de trace, qui est au cœur de notre théma de cette année. Est-ce qu'elle ne résonne pas très justement là avec ce que vous nous dites au fond, c'est que le vivant est ce qui surgit comme la suite d'une trace et qui va en laisser une à son tour. Et puis cette idée du mouvement que vous indiquez, le mouvement, c'est ce qui fait trace dans l'espace. Je dirais que oui. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que l'on aborde, comment est-ce que l'on considère ce terme trace. Parce qu'évidemment, on peut l'aborder, le considérer de différentes manières.
Moi, je dirais que oui, évidemment, il y a des traces dans l'espace. On s'intéresse dans mon laboratoire, par exemple, à des organelles qui bougent à l'intérieur de la cellule. Les chromosomes, par exemple, sont partagés entre les cellules filles lors de la division cellulaire. Et évidemment, là, il y a des mouvements et des traces de ces mouvements que l'on peut mettre en évidence dans les cellules. Mais on pourrait aussi voir les traces d'une autre manière. Par exemple, les traces dans l'organisme qui se développe, les traces des parents et peut-être même des grands-parents, les traces au niveau du génome, mais aussi les traces au niveau des instructions qui sont données. On travaille sur cet organelle qui s'appelle le centriole, qui est vraiment fondamental pour toute une série de processus cellulaires, y compris la motilité, les mouvements des spermatozoïdes, y compris justement la division cellulaire dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, ces centrioles, dans l'embryon précoce, ils ne sont contribués que par le spermatozoïde. Les centrioles dégénèrent durant l'ovogenèse, chez tous les animaux où cette question a été abordée. Et on s'attache, dans mon laboratoire, de comprendre comment ça fonctionne. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a une trace paternelle, en somme, dans l'embryon précoce. Et de manière converse, il y a aussi des traces, évidemment, maternelles. L'ensemble du cytoplasme, ce qui est à l'intérieur de la cellule, de l'embryon précoce, provient en fait de l'ovocyte. Et les mitochondries sont une trace strictement maternelle, de telle sorte qu'on peut, dans les populations humaines, en suivant le génome des mitochondries, voir la lignée maternelle de l'héritage. Donc ça, c'est aussi peut-être une trace où l'embryon reprend des empreintes, peut-être j'utiliserai plutôt le terme d'empreinte que de trace, des parents. Et puis peut-être un autre niveau de lecture, les traces que l'on voit là aujourd'hui en 2022, ce sont les traces aussi que l'évolution a laissées au cours de plusieurs milliards d'années, puisque les composants que l'on voit ont été, entre guillemets, inventés il y a fort longtemps de cela, affinés, perdus, retrouvés, et on se retrouve aujourd'hui avec des traces aussi qui sont l'ensemble de ces forces évolutives qui ont œuvré pendant 1 milliard d'années, voire plus. Est-ce que tant qu'il y a trace, il y a vivant, on pourrait dire cela. Et dès lors qu'il n'y a plus la trace qui est laissée, eh bien, le vivant s'arrête, quoi. Il n'y a pas de vivant. Je ne serais pas d'accord avec cette manière stricte de voir les choses, parce qu'on peut très bien imaginer que lorsque l'on stoppe le vivant, que ce soit lors de la mort cellulaire, la mort d'un organisme, qu'elle soit naturelle ou expérimentale dans le laboratoire, où on arrive à la fin d'une expérience et puis on fixe, ça veut dire qu'on tue les cellules, en quelque sorte, on arrête le vivant. Eh bien, malgré que l'on ait arrêté le vivant, on peut décoder les traces que celui-ci a laissées. Donc, quand on parle de traces, c'est vraiment quelque chose qui ne requiert pas le vivant. Le vivant laisse des traces, mais on peut les voir une fois qu'il est parti, au même titre que c'est ce que la neige, on peut trouver des traces de la neige après qu'elle soit tombée. Sur les traces. Bon, alors comment est-ce qu'on le définit, ce vivant, finalement, avec vous ? Ouais, moi je pense qu'on en revient à la définition que j'évoquais tout à l'heure, et qui n'est pas propre à moi, mais disons un départ de l'équilibre thermodynamique en termes physiques. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en mouvement et il y a cet apport d'énergie qui est utilisé pour des mouvements, pour le métabolisme, pour la mise en place d'un embryon au cours du développement et plein d'autres choses. Je crois que c'est ça la définition peut-être la plus englobante de ce qui caractérise le vivant. Et vous préférez cette notion à celle de vie ? J'ai l'impression, moi, que dans la notion de vivant, on entend le mouvement dont vous parlez, alors que vie serait davantage de l'ordre de l'idée. Oui, c'est intéressant. Je pense que c'est aussi une question de niveau de lecture. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de vie, je crois, ou en tout cas la manière dont moi j'en parle, on parle plutôt d'un organisme, que ce soit un être humain, une mouche de vinaigre ou une girafe. Pour moi, c'est la vie, tandis que
Le vivant, c'est plus quelque chose que je peux même caractériser au niveau d'une cellule ou à l'intérieur d'une cellule. C'est des propriétés qui sont intrinsèques à des complexes à l'intérieur des cellules mêmes, qui dans l'ensemble, évidemment, vont correspondre à la vie. Mais disons, voilà. Pour moi, c'est un petit peu différent, mais bon, c'est une question épistémologique dont je ne suis pas certain, effectivement. Quelle trace est-ce que ce travail sur le vivant laisse sur vous ? Disons, elle laisse des traces qui parfois sont indélébiles, parfois amusantes, parfois émouvantes. La première fois que j'ai regardé, par exemple, des embryons de ce petit ver que l'on utilise dans mon laboratoire abondamment, eh bien, c'est vrai que je me souviens que la nuit qui a suivi, j'en ai rêvé. J'avais des pluies d'embryons comme ça qui arrivaient au-dessus de ma tête. Et c'était en même temps effrayant, mais merveilleux. Voilà. Maintenant, c'est vrai que voilà, ça fait plus de 20 ans que j'observe et que j'essaie de comprendre comment ces embryons se développent, comment la polarité cellulaire se met en place, comment les divisions asymétriques se passent. Et même au jour d'aujourd'hui, lorsque je fais, malheureusement plus rarement qu'auparavant, des expériences qui me conduisent à regarder ça de mes propres yeux, à les manipuler de mes propres mains. C'est vrai qu'il y a toujours une grande émotion de se dire que voilà, on est en train d'observer en effet le vivant qui se met en place. Donc ça, c'est une trace voilà, qui est propre et c'est une émotion plus qu'autre chose. Sur les traces. Et quelle trace est-ce que vous aimeriez que votre travail laisse dans votre domaine ? Il y en a plusieurs de nouveau, mais la plus belle trace, c'est la trace des gens que j'ai formés ou qui ont transité par mon laboratoire et qui, à l'heure actuelle, dirigent leur propre laboratoire ailleurs dans le monde, que ce soit au Japon, que ce soit en Inde, que ce soit à Genève. 2 de mes ex-personnes sont profs à Genève maintenant. Et je pense que ça, c'est une trace importante. C'est une trace de former les générations suivantes et d'inculquer le bonheur de pouvoir faire de la recherche et le privilège aussi qu'on a de pouvoir faire de la recherche. Ça, c'est une trace importante. Et puis ensuite, voilà, dans la grande histoire, les traces que je vais laisser vont être insignifiantes, c'est évident. Mais je pense que ça ne me chagrine pas profondément parce qu'on a quand même eu le bonheur de faire des découvertes importantes, entre guillemets, à notre niveau, qui, voilà, maintenant sont dans les livres de référence, qui nous permettent de voir justement le vivant de manière différente qu'on le voyait auparavant. C'est-à-dire ? Je vous parlais du fait qu'on s'intéresse dans mon laboratoire à comprendre l'architecture, notamment l'architecture d'une organelle qui s'appelle le centriole, qui est par exemple essentiel pour le mouvement du spermatozoïde, mouvement aussi des cils qu'on a dans la trachée qui nous permettent d'évacuer le mucus. C'est aussi une organelle qui est essentielle pour la division cellulaire, le partage des chromosomes lors de la division cellulaire. Une organelle qui est aussi importante pour l'asymétrie que l'on a au niveau du corps, de telle sorte qu'on a certains organes qui sont asymétriques, comme le cœur qui est typiquement normalement de notre côté gauche. Et cette organelle a une symétrie radiale de 9, avec 9 pointes comme ça, et on sait que cette symétrie radiale est là sur cette planète depuis au moins 1 milliard d'années. Et personne ne comprenait avant notre travail comment cette symétrie radiale se mettait en place. Et on a découvert un composant. On en a découvert plusieurs, mais il y en a un qui a une vertu assez exceptionnelle, c'est toute seule, d'être capable de former un anneau qui a une symétrie radiale en 9. Et disons, les travaux qu'on a poursuivis et que d'autres personnes ont poursuivis ailleurs dans le monde démontrent que cette protéine a cette capacité vraiment de démarrer le processus qui donne naissance à ce centriole. Et de créer de la beauté, parce que c'est magnifique. Une beauté extraordinaire, absolument extraordinaire. Sur les traces. À vous écouter, Pierre Guncy, on a, ça y est, notre définition du vivant. Vers qui est-ce que je devrais aller maintenant pour approfondir
ma définition du vivant selon vous? Qu'est-ce qui vous manque personnellement pour être tout à fait satisfait de votre définition du vivant? Mais alors, moi, je suis très satisfait de ma définition du vivant. Donc, je ne sais pas pourquoi vous impliquez que j'en serais pas satisfait. Donc, je suis assez... Elle suffit. Elle me suffit à moi, à l'heure actuelle. Mais je pourrais vous conseiller d'aller chez mon collègue Andy Oates, par exemple, qui travaille sur la mise en place... des sommites durant l'embryogenèse des vertébrés en utilisant le poisson comme système modèle. Et voilà, c'est aussi assez intéressant parce qu'on arrive à voir maintenant au niveau du tissu comment justement les choses s'auto-organisent. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Parce que vous parliez de qu'est-ce qui définit le vivant. Et je parlais justement du fait qu'on était toujours dans un système anthropique et tout. Mais une autre caractéristique, c'est la caractéristique d'auto-organisation. La protéine dont je vous parlais tout à l'heure, SASX, qui a cette capacité de s'auto-assembler. C'est-à-dire qu'elle a les instructions nécessaires pour, à partir d'une pièce de Lego, faire quelque chose qui est plus complexe qu'une seule brique. Et les embryons et les tissus ont aussi cette capacité. Je connais des vivants qui ne savent pas du tout s'organiser. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bon, mais j'ai cru que vous allez me citer, je sais pas, des philosophes, des poètes, comme dans les belles histoires où les scientifiques disent qu'il leur manque la poésie, mais non. Je ne trouve pas que la poésie me manque, elle est ici au quotidien. Moi, je trouve, en tout cas, ce que l'on fait, je trouve ça, si ce n'est poétique, en tout cas amusant. Il y a aussi une beauté dans le vivant. Voilà, c'est un terme qu'on n'a pas évoqué. Je trouve qu'il y a aussi cette beauté. Comment est-ce qu'on définit la beauté? Je ne sais pas, elle est évidemment à géométrie variable. Mais disons, lorsque on est devant quelque chose qui s'auto-organise, qui se met en place de manière esthétique, il y a quand même quelque chose, en effet, de poétique. Sur les traces. Merci.